Lors de l'attaque, je préparais ma récolte pour la vente quand on a entendu des tirs. Tout le monde s'est mis à courir. Maintenant, tout mon village a disparu. Tout est réduit en cendres. Le conflit semble sans fin. Rosalina Maziel, de la province de Cabo Delgado, au Mozambique, décrit l'impact de la violence djihadiste sur la région. L'histoire de Rosalina n'est pas unique. Elle résonne dans tout Cabo Delgado où, selon Médecins sans frontières, 50 000 personnes ont été déracinées de leur foyer cette année à cause d'une recrudescence de la violence. Hélas, cette recrudescence n'est que la dernière d'un conflit qui, depuis 2017, a fait plus de 6 000 morts et déplacé des centaines de milliers de personnes. Les attaques sporadiques contre des postes de police et villages ont évolué en une insurrection prolongée. Un blackout médiatique du gouvernement limite l'accès de la communauté internationale à l'information. En conséquence, l'insurrection est aujourd'hui l'une des crises humanitaires les moins médiatisées au monde. La violence ne faiblit pas. Comment le Mozambique en est-il arrivé là ? Comment la province de Cabo Delgado, qui abrite l'un des plus grands gisements de gaz naturel au monde, est-elle passée d'une région pleine de promesses à un champ de bataille ? Et existe-t-il un moyen d'y mettre fin ? Avant de répondre à notre première grande question, vous devez connaître quelques faits sur le Mozambique. C'est une nation surtout chrétienne, sauf dans les provinces nord de Cabo Delgado et Niassa. L'ethnicité influence fortement la vie ici, de la politique à l'économie et au conflit. Troisièmement, et surtout un seul parti, le Frelimo, gouverne le Mozambique depuis son indépendance du Portugal en 1975 et la fortune des habitants dépend de satisfaire ce parti unique. Gardons cela à l'esprit et analysons maintenant les événements du 5 octobre 2017, considérés comme le début de la guerre. C'est ce jour-là que 30 hommes armés ont attaqué Mocamboa da Praia, une ville portuaire du Cabo Delgado, la tenant en otage pendant 48 heures. Ils ont attaqué le poste de police, volé des armes et tué plusieurs personnes dans une attaque indiscriminée destinée à semer la peur et le désordre. C'était la première attaque d'un groupe qui, à l'époque, n'avait pas encore de nom officiel. Certains les nommaient Al-Shabaab, d'autres Al-Sinarwal Jama, et les journalistes de Mediafax les appelaient Swahili Sunna. Le nom Al-Shabaab a été conservé car, malgré l'absence de lien officiel avec le groupe somalien, ils utilisaient les mêmes méthodes. Nous utilisons Al-Shabaab dans ce reportage, car c'est plus facile à prononcer. Oui, et deuxièmement, c'est le nom que la plupart des gens connaissent déjà. Mais juste pour nous éviter de devoir le répéter à chaque fois, rappelons que cet Al-Shabaab n'est pas le même que le groupe terroriste somalien plus célèbre du même nom. C'est un peu comme David Mitchell, l'auteur, qui est une personne différente de David Mitchell, le célèbre humoriste, sauf qu'il y a plus d'enlèvements. À notre connaissance, aucun des Mitchell n'a été impliqué dans cela. Bien qu'il y ait eu une certaine confusion initiale sur la façon d'appeler les assaillants, l'identité des personnes impliquées n'a jamais été contestée. Le docteur Éric Morier-Janod, professeur d'histoire africaine à l'université Queen's de Belfast, a indiqué que la plupart des assaillants étaient originaires de Mosumba de Pra, d'autres venaient de districts de Cabo Delgado et certains avaient des accents étrangers. Presque tous vivaient dans la ville avant l'attaque. Les habitants qui ont identifié les insurgés ont également remis en question l'idée que les attaques étaient indiscriminées. Un habitant a déclaré à la presse qu'ils avaient une machette, un couteau et une mitrailleuse, et l'un d'eux m'a dit de ne pas avoir peur, car ils en avaient ni seulement après la police. Quelle qu'en soit l'origine, l'attaque a laissé les autorités désemparées. Au 10 octobre, la police avait arrêté 52 personnes, incitant les insurgés à plus de violence. Encore une fois, la police a réagi par des arrestations, portant cette fois le nombre à 5 et fermant 3 mosquées soupçonnées d'avoir des liens avec les assaillants. Heureusement, bien que rebelles islamistes violents, ils ont réagi pacifiquement. Ah non. Ils ont brutalement assassiné 2 villageois, l'un par décapitation et l'autre en le brûlant vif. Modération. Une violence d'une telle ampleur avait 3 objectifs. Envoyer d'abord un message au gouvernement pour rappeler qu'Al-Shabaab était une menace sérieuse. Fermer les mosquées et arrêter plusieurs centaines de personnes ne suffirait pas à les arrêter. Cela visait à intimider les habitants pour les dissuader d'aider la police. La mafia a commis un meurtre. Les insurgés ont peur. Et enfin, troisièmement, cela servait d'outil de recrutement pour attirer de nouveaux combattants qui voyaient cette brutalité comme une forme de force et de défi envers un État qui avait marginalisé sa minorité islamique pendant des années. S'ensuivit le début d'une vaste insurrection. Avec plus de membres, Al-Shabaab a accru ses attaques contre civils et responsables de l'État. Leur cible principale était un directeur national de la police, tué le 17 décembre.
À chaque victoire et arme volée à la police, Al-Shabaab accroissait son appétit et sa capacité à infliger la violence. Ils sont vite passés d'un groupe isolé à une organisation terroriste combattant l'État plus de 8 ans après leur première attaque. Alors que les combats s'intensifiaient, les analystes se sont interrogés. Pourquoi Cabo Delgado et pourquoi maintenant ? Certains experts, dont le religieux islamique mozambicain Cheikh Saïd Habibé, estiment que l'islam radical est un facteur clé derrière l'insurrection. Ils affirment que de jeunes musulmans, souvent discriminés par la majorité chrétienne, ont été radicalisés par des prêcheurs extrémistes venus du Kenya et de Tanzanie. Ces experts ont aussi mentionné les étudiants mozambicains formés en Arabie Saoudite, Égypte et Soudan comme source de radicalisation. De retour au Mozambique, ces étudiants peinaient à trouver un emploi et critiquaient davantage les traditions soufias locales. Joseph Andelon, maître de conférences à l'Université ouverte, offre une perspective différente. Il pense que la pauvreté est le principal moteur du conflit. Le Mozambique compte parmi les pays les plus pauvres, plus de la moitié de sa population vit avec moins d'$1 par jour. Cabo Delgado est l'une des provinces les plus pauvres, ce qui n'est pas peu dire ici. Cabo Delgado était resté pauvre car, après l'indépendance, les gouvernements de Maputo ont privilégié le développement du sud, négligeant le nord et ses opportunités. Les communautés locales comme les Mawani étaient souvent exclues du pouvoir, éclipsées par les élites du sud et la communauté Makonde, politiquement favorisée. Lorsque du gaz naturel a été découvert dans la province en 2010, les habitants s'attendaient à ce que leur situation change. En 2017, il était évident que ces promesses n'atteindraient pas les communautés minoritaires du Cabo Delgado. Au lieu de cela, de nombreux habitants avaient le sentiment que les richesses étaient un peu détournées par les Makonde, les élites des PDG de Maputo et les entreprises étrangères. Peu importe les motivations des assaillants, le gouvernement paraissait incapable de les arrêter. Pour citer le professeur Alicio Macamo, un sociologue mozambicain, ces attaques exposent la fragilité de l'État mozambicain, et les autorités n'ont aucune idée de ce qui se passe dans cette localité. Fin de citation. Le gouvernement a lancé une amnistie, promettant aux rebelles emploi et fin de la pauvreté s'ils rendaient les armes. Après cet échec, ils ont lancé des opérations de contre-insurrection dans la forêt autour de Mutambaté, devenu un bastion insurgé. Maputo a également qualifié les actions du groupe de terrorisme, mais cela a été aussi efficace pour les arrêter que ces avertissements en ligne qui disent qu'en cliquant ici, vous avez vraiment plus de 18 ans, je le promets. C'est sûr. Alors, les choses ont commencé à dégénérer. Al-Shabaab a lancé une vague de violence. Si les attaques étaient attendues, la suite ne l'était pas. Fin janvier 2018, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux montrant 6 personnes en civil dans une forêt. Le visage couvert, armé de fusils, il s'exprimait un peu en portugais et en arabe, invitant les Mozambicains à rejoindre leur lutte contre le diable et à défendre les valeurs de l'islam qu'ils jugeaient corrompues. Le choix de la langue était très spécifique. Le portugais pour le mozambicain moyen et l'arabe comme un clin d'œil à quelque chose de plus grand, une revendication de légitimité au sein de l'univers plus large du militantisme islamiste. Cette vidéo a transformé l'image du groupe, passant de celle de bandits locaux, extrêmement violents, mais tout de même des bandits locaux, à celle d'un projet idéologique enveloppé dans l'imagerie et le langage du djihad mondial. Et c'était le signe de choses bien pires à venir. En avril 2018, des rapports signalaient l'infiltration de combattants de Daesh pour aider les insurgés. Alors que le gouvernement essayait de faire croire qu'il avait la situation totalement sous contrôle, toute personne qui ne travaillait pas pour le département de la propagande d'État pouvait voir la réalité des choses. Le groupe terroriste le plus redouté au monde opérait désormais sur le sol mozambicain, et il n'y avait absolument aucune chance que cela mène à autre chose qu'au chaos. Désormais, le projet Armed Conflict Location and Event Data Project, ou Armed Conflict Location and Event Data Project, a rapporté que l'association avec Daesh avait permis aux insurgés de Cabo Delgado d'accéder à la fois à une assistance technique et à un soutien financier extérieur. Cela a été confirmé par l'Organisation des Nations Unies qui a rapporté que l'État islamique avait chargé Aya Somali, basé au Puntland, de coordonner le soutien dans toute la région via son centre Karaf. Je sais qu'un groupe terroriste somalien impliqué dans un épisode lié à un autre Al-Shabaab complique encore les choses, mais pour être clair, il ne s'agit toujours pas du plus connu. C'est toujours une situation impliquant un David Mitchell beaucoup moins célèbre. Le partenariat avec Ayur Somali a recentré le groupe sur la contestation de l'État en ciblant les griefs locaux et le projet de gaz naturel.
Ce soutien a payé en mai 2019, quand les insurgés ont submergé l'armée mozambicaine à Mozamboa de Praia. Daesh a revendiqué l'attaque, affirmant qu'elle avait été menée par la province de l'État islamique d'Afrique centrale, ou province de l'État islamique d'Afrique centrale, une région qui comprenait le Mozambique et la République démocratique du Congo, laquelle faisait face, et fait toujours face, à sa propre insurrection islamique, que nous avons d'ailleurs récemment abordée dans une autre vidéo. Allez la voir après si vous voulez. Mais en 2020, l'insurrection changeait déjà de nature. Les combattants apparaissaient plus ouvertement avec l'État islamique. Ils ont hissé son drapeau noir sur les territoires conquis. L'évolution la plus révélatrice a sans doute été leur changement de tactique sur le terrain. Plutôt que d'user de violence aveugle, ils ont tenté de rallier les communautés locales en distribuant des provisions volées et en se présentant comme une alternative à un gouvernement déjà peu fiable pour beaucoup. Le fait que le groupe ait cessé d'attaquer les civils n'était pas le signe qu'ils avaient changé, c'était une stratégie. Ils agitaient à la carotte de la redistribution des richesses devant une population frappée par la pauvreté, tout en cachant un bâton derrière leur dos, comme les habitants d'X-Taxi allaient bientôt le découvrir. Le 7 avril, Al-Shabaab a attaqué le village de Taxi, essayant d'abord de recruter les jeunes hommes avec des promesses avant de les faire rejoindre le groupe. Lorsque cela a échoué, ils ont rassemblé tous les jeunes hommes et les ont exécutés dans ce que les témoins ont décrit comme un massacre brutal. Des journalistes locaux ont signalé que de nombreuses victimes ont été décapitées et leurs corps laissés sur place en guise d'avertissement régional. Les survivants ont fui vers des camps de réfugiés mal équipés pour les accueillir. Le Mail and Guardian a rapporté que, tandis que le gouvernement provincial se souciait de la population, le gouvernement national semblait lassé d'aider. Amindo Ngonga, responsable d'un organisme gouvernemental chargé du développement du Nord, a déclaré « Les gens ne peuvent pas passer leur vie à attendre une aide alimentaire et à s'en plaindre. » C'est cette attitude insensible de Maputo dont les insurgés ont su tirer parti avec succès lorsqu'ils brandissent la carotte. Ces attaques des insurgés ont poussé le gouvernement américain à classer Al-Shabaab comme affilié à l'État islamique. Le professeur Chris Alden estime que l'inscription sur la liste de surveillance du terrorisme de Washington a peut-être paradoxalement renforcé la notoriété internationale du groupe et facilité son recrutement. Le conflit s'est déroulé de la même manière pendant le reste de 2020 et 2021, les insurgés attaquant tous les endroits qu'ils considéraient comme vulnérables, et le gouvernement essayant de rattraper son retard. Les données de l'Armed Conflict Location and Event Data Project montrent qu'à la fin de 2020, le gouvernement perdait le contrôle du nord, les insurgés contrôlant les routes principales reliant la capitale provinciale Pemba au district nord de Cabo Delgado. En mars 2021, Al-Shabaab a profité du contrôle routier pour attaquer Parma. Si vous vous demandez où est Parma, rassurez-vous, la plupart des gens l'ignoraient aussi pendant longtemps. Puis d'importantes réserves de gaz naturel ont été découvertes à Cabo Delgado, transformant la ville en centre industriel. La croissance a été stimulée par un 60 milliards de dollars mené par le géant français de l'énergie Total Energies sur la péninsule voisine d'Afungi. Cependant, ces avancées ont aussi fait de la région une cible pour Al-Shabaab qui, après s'être allié à l'État islamique, a désigné les projets de gaz naturel comme cible majeure de son idéologie. Un fait que les experts en sécurité et les observateurs régionaux, y compris l'analyste de Armed Conflict Location and Event Data Project Jasmine Opperman, avaient signalé avant l'attaque. Opperman écrira plus tard sur X. Pourquoi aucune mesure n'a-t-elle été prise face aux renseignements d'alerte précoce ? C'est une honte. L'attaque contre Parma débute le 7 mars 2021 quand Al-Shabaab s'empare du poste frontière de Nangé, isolant la ville. Depuis cette position, les insurgés déguisés en soldats et policiers ont infiltré Parma, cachant des armes pour l'assaut. Le 24, plus de 100 combattants ont lancé une attaque coordonnée sur 3 fronts. Ils ont d'abord visé des postes de police et des points de contrôle, puis ont utilisé des explosifs pour pénétrer dans 2 banques. Ils ont aussi attaqué des quartiers résidentiels et le projet gazier, tuant des habitants et des travailleurs étrangers. Lorsque la poussière est retombée, plus de 1100 civils étaient morts. La plupart des observateurs ont été surpris par la faible résistance rencontrée par les militants. Les forces de sécurité en ville ont majoritairement fui, et celles restées pour défendre ont vite été submergées. Une unité voisine a refusé d'aider Palmer pour ne pas affaiblir sa position sur la péninsule d'Afungi. Le gouvernement finirait par envoyer des troupes pour reprendre la ville le 28 mars. Selon Tim Lister, analyste au Centre de lutte contre le terrorisme de West Point, les militants ont fait preuve d'une conscience tactique en se retirant rapidement pour éviter d'être piégés par l'armée.
Pour Al-Shabaab, l'attaque a été un grand succès. Ils ont pris rapidement le contrôle de la ville, l'ont tenu 4 jours et sont partis sans perte majeure. Ils sont aussi partis avec 23 tonnes de nourriture et près d'1 million de dollars en liquide. Mais surtout, cela a démontré les capacités militaires croissantes du groupe. Alexandra Raymakers, analyste chez Verisk Maplecroft, a déclaré à Cable News Network la capacité du groupe à frapper plusieurs cibles en même temps et à utiliser armes légères et tirs de mortier pour submerger les forces gouvernementales en quelques heures montre une amélioration du commandement et de la discipline. Le gouvernement, lui, a tenté de faire comme l'enfant qui refuse d'admettre sa défaite après un combat dans la cour de récréation. Ils ont limité la capacité des médias locaux à couvrir les événements et ont tenté d'imposer leur propre récit de réussite. Les médias internationaux se souciaient peu de la vie de Maputo, le New York Times publiant un article titré « Des militants ont attaqué une ville clé au Mozambique où était le gouvernement ?» Les conséquences prudentes pour le gouvernement dépassaient l'embarras international. Total Energy s'est retiré car Maputo n'a pas assuré une sécurité essentielle. Peu après l'attaque, la direction de l'État islamique a annoncé qu'Al-Shabaab, renommé État islamique Mozambique, serait désormais autonome de la province de l'État islamique d'Afrique centrale. Considérez cela comme une récompense pour vos efforts, similaire à une promotion pour votre bon travail. Malheureusement, cette promotion n'avait qu'une seule signification pour les civils mozambicains. Les choses allèrent devenir bien pires. D'accord, avec tout ça qui se passe, tu te demandes sûrement, Al Simon, où était la communauté internationale, mon pote. Eh bien, c'est une question importante, surtout quand on considère le risque que le conflit déborde dans les pays voisins. Alors, où était-il ? Eh bien, selon le professeur Alden, la communauté internationale n'est pas intervenue pour 2 raisons. Premièrement, l'apathie régionale. Pendant des mois, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe ont hésité, préoccupés par leur propre crise politique et économique. La Tanzanie a réagi tardivement, n'envoyant des forces en Antebellum à la frontière qu'après l'attaque de Kitaya par des insurgés qui ont tué des citoyens tanzaniens. La deuxième raison était Maputo. Le président Felipe Nyusi, alors dirigeant du Mozambique, hésitait à solliciter l'aide internationale, que ce soit de la communauté de développement de l'Afrique australe ou de pays comme la France ou les États-Unis. Maputo redoutait qu'une intervention montre les difficultés du gouvernement face aux insurgés et fragilise le leadership du Frélimo. Le gouvernement a préféré collaborer avec des sociétés de mercenaires comme le groupe Wagner de Russie et le Dark Advisory Group d'Afrique du Sud, des partenariats qui n'ont pas été couronnés de succès. Wagner a quitté le Mozambique en mars 2020 après plusieurs lourdes défaites face aux insurgés. Selon le Daily Maverick, ces défaites ne se sont produites parce que les soldats se sont précipités au combat sans renseignements adéquats, sans formation, sans préparation ni connaissance du terrain. En outre, ils ont peiné à se coordonner avec l'armée mozambicaine, en raison de la barrière linguistique, compliquant ainsi la coordination. Ils ont été remplacés par le DAG qui, bien qu'il ait eu plus de succès, était beaucoup plus controversé. Oui, il l'était, plus controversé que le groupe Wagner de Kadhafi, connu pour tuer à coups de masse leurs propres camarades pour désertion. Amnesty International rapporte que les agents du DAG ont à plusieurs reprises ciblé des infrastructures civiles comme des hôpitaux, des écoles et des habitations. Amnesty a aussi accusé le DAG de racisme, notamment pour avoir privilégié l'évacuation des victimes blanches lors de la bataille de Palma. Ironiquement, c'est la bataille de Palma qui a finalement conduit à une intervention internationale accrue dans le conflit. Poussée par l'attaque, la communauté de développement de l'Afrique australe a avancé dans la planification d'une intervention militaire régionale. La force de la communauté de développement de l'Afrique australe déployée au Mozambique le 15 juillet 2021 est restée dans le pays pendant environ 3 ans, partant principalement en raison d'un sous-financement chronique et du déplacement des priorités régionales vers le combat de la République démocratique du Congo contre le M23. Pendant cette période, le Centre africain pour la résolution constructive des différends, ou Centre africain pour la résolution constructive des différends, a attribué au déploiement le mérite d'avoir délogé les insurgés de leur base, saisi des armes, facilité l'acheminement de l'aide humanitaire et permis le retour des personnes déplacées internes dans leur foyer. Cependant, ces avancées furent brèves. Défense Web, média sud-africain spécialisé en sécurité, rapporte que le retrait de la communauté de développement de l'Afrique australe à la mi-2024 a créé un vide exploité par les insurgés, intensifiant les attaques.
Parallèlement aux forces de la Communauté de développement de l'Afrique australe, le Mozambique a également signé un accord bilatéral avec le Rwanda, permettant à ce petit pays de déployer 1000 membres de ses forces de défense et de police au Cabo Delgado. Au cours des années suivantes, le nombre de soldats rwandais au Mozambique est passé de 1000 à environ 5000 par an. Le gouvernement mozambicain a justifié cette augmentation en soulignant l'amélioration de la situation sécuritaire dans la région. Malgré les victoires des troupes rwandaises sur le terrain, le manque de réformes sécuritaires à Cabo Delgado inquiète toujours les observateurs régionaux. Colton Caldedo, chercheur au Centre d'études stratégiques et internationales de l'université Joachim Jassana, souligne que la crainte d'un relâchement des forces rwandaises pourrait aggraver la sécurité et rendre leur présence encore plus indispensable pour protéger habitants et entreprises. Ces craintes semblent se matérialiser. Selon l'Armed Conflict Location and Event Data Project, en mars 2025, un dirigeant de la force locale du Mozambique, une milice pro-gouvernementale luttant contre l'État islamique Mozambique, a reproché aux forces rwandaises de refuser d'affronter l'État islamique Mozambique. Il affirme que les forces rwandaises arrivaient souvent des heures après une attaque, même lorsqu'elles se trouvaient à proximité. Une telle dynamique risque de créer un cercle vicieux. Plus le Mozambique dépend des troupes étrangères sans résoudre ses faiblesses militaires et ses échecs de gouvernance, plus il sera difficile de restaurer la confiance dans l'État. Il devient évident que, malgré son importance, l'implication internationale n'a pas été une solution miracle. Selon Austin Doctor, professeur de sciences politiques à l'université du Nebraska à Omaha, l'État islamique Mozambique a modifié sa tactique après Parma et l'arrivée d'acteurs internationaux. Incapable de tenir des villes, le groupe s'est divisé en petites cellules plus mobiles qui ont gagné l'intérieur des terres. Leurs attaques, désormais sporadiques, visent moins la conquête de territoire et plus à semer la peur, ce qu'ils ont réussi. À l'été 2025, le conflit à Cabo Delgado aurait fait 6100 morts et déplacé plus de 700 000 personnes selon le Global Protection Cluster, un réseau d'organisations humanitaires dirigé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La fréquence imprévisible des attaques a rendu la région presque ingouvernable. Cabo Delgado, autrefois province d'extraction de gaz naturel, est tombée dans l'anarchie, marquée par une hausse des enlèvements, meurtres et agressions sexuelles. Ces attaques sont survenues en juillet et août ont forcé des personnes comme Rosalina Maciel à fuir leur domicile. Vous vous souvenez de Rosalina ? C'était la femme du quartier rencontrée lors de notre introduction, qui a vu son village brûlé par les militants. Et le pire, c'est que personne ne semble avoir la moindre idée de comment empêcher que de telles choses ne se reproduisent. Alors, si l'intervention internationale n'a pas été une solution miracle et que Maputo s'est avéré incapable de vaincre l'État islamique Mozambique tout seul, il faut se demander qu'est-ce qu'il faudra pour ramener la paix à Cabo Delgado. Une option privilégiée par l'actuel président Daniel Chapo est le dialogue. L'idée n'est pas entièrement nouvelle. Joaquim Chissano l'a suggéré en 2021, mais son approbation par un président en exercice lui confère bien plus de poids. Le professeur Éric Morier-Genot doute du succès du dialogue, car les insurgés visent à rejeter l'État laïque du Mozambique pour instaurer un ordre islamique. Puisqu'ils considèrent cela comme une question de foi plutôt que de négociation politique, les dirigeants les plus radicaux pourraient rejeter toute négociation d'emblée. Donc si le dialogue est exclu, quelles autres options existent ? Selon l'Institut d'études de sécurité, la meilleure chance de Maputo pour résoudre ce conflit est d'adopter une stratégie couvrant les aspects sécuritaires, humanitaires, politiques, économiques, sociaux et religieux, ce qui reste bien plus simple à dire qu'à réaliser. En réalité, nul ne sait ce qui assurera une paix durable à Cabo Delgado. Les experts suggèrent des stratégies, les forces régionales déploient des troupes, et les politiciens promettent le dialogue, mais rien n'a vraiment fonctionné jusqu'ici. Et le gouvernement ne paraît pas ouvert aux nouvelles idées. Ce qui est encore plus malheureux, c'est que Cabo Delgado peut sembler insignifiant comparé au carnage qui se déroule en Ukraine, au Soudan ou à Gaza. Le nombre de morts est plus faible, les enjeux géopolitiques sont moindres, et la couverture internationale est éphémère. Cependant, pour des personnes comme Rosalina, l'ampleur du conflit est sans importance. Tout ce qu'elle possédait a été réduit en cendres. Elle n'a pas de maison où retourner. C'est la preuve que même un conflit qui a fait relativement moins de victimes laisse derrière lui des ravages qui prendront des décennies à guérir. Cela continue de détruire des vies, même si cela se déroule loin des gros titres. Sébastien Traficante, chef de Médecins Saint-Francier au Mozambique, l'a sans doute mieux exprimé que quiconque. La crise ne peut rester invisible. Seul le temps dira si le monde y prêtera attention. Si rien ne change, des personnes comme Rosalina resteront piégées.
dans un cycle de déplacement, de pauvreté et de peur. Et ce n'est pas une façon de vivre. Merci de regarder.